sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter, avec le hashtag #Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Réunis en sommet, les 27 valident le nouveau traité de divorce avec le Royaume-Uni. On a un accord, mais est-ce qu'on a un Brexit? Faudrait-il un miracle demain samedi à Westminster? La justice espagnole a mis le feu aux poudres en Catalogne. 9 chefs de file indépendantistes écopent de lourdes peines de prison pour sédition. Le mouvement sécessionniste paraissait un peu en perte de vitesse. Est-il relancé? La Suisse se prépare-t-elle à son tour à une poussée verte? Tous les sondages pour les élections fédérales de dimanche le prédisent. Les manifestations pour le climat vont-elles se traduire dans les urnes? Plébiscite pour Kais Saied qui se voit propulsé à la tête de la Tunisie. L'austère constitutionnaliste dit vouloir porter le message de la révolution de 2011. Son élection est-elle une réponse au désenchantement qui a suivi? Voilà pour le sommaire, on en parle avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Les voici. Marc Bassett, correspondant pour le quotidien espagnol El País à Paris, auparavant en poste à Bruxelles, à Berlin, à New York et à Washington. Michael Zames, directeur du développement éditorial du groupe VIA qui regroupe les télévisions locales de France, ancien rédacteur en chef à la chaîne française d'information politique et parlementaire Public Sénat. Bonjour. Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent africain sous différents prismes, société, culture, politique. Enfin, Virginie Robert, chef du service international au quotidien français d'information économique et financière Les Échos. Avant cela, vous étiez leur correspondante à New York pendant 5 ans. Et puis nous retrouverons tout à l'heure depuis Genève David Berger, journaliste politique à la RTS, la radio-télévision suisse. Merci à vous 4 de participer à Kiosque. Soyez les bienvenus. Fumée blanche à Bruxelles. L'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à un nouvel accord sur le Brexit. Le texte vient d'être validé par les 27 lors du sommet européen. C'est au terme de 5 jours de discussions ardues que ce nouveau traité de divorce a été conclu. How are you feeling, gentlemen? Comment ça va, messieurs? Hi, good to see you. Bonjour. Content de vous voir. Content de voir mon ami le Premier ministre Boris Johnson. We have a deal. Nous avons un accord. And this deal means Et cet accord signifie qu'il n'y a pas besoin d'une quelconque prolongation. Il apporte la certitude là où le Brexit crée de l'incertitude. Je pense que cet accord représente un très bon accord, à la fois pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni, et qu'il s'agit d'une issue raisonnable et équitable. J'espère vraiment, maintenant, que les représentants élus, mes camarades parlementaires à Westminster, vont s'unir pour accomplir le Brexit, accepter cet excellent accord et achever ce Brexit sans délai supplémentaire. De démarrer cette discussion, je vous rappelle qu'une chaîne de télévision garantie sans Brexit a vu le jour cette semaine au Royaume-Uni. Une antenne de Sky News, c'est dire si la question saoule les Britanniques et pas que, on n'en peut plus. Pourtant, elle est cruciale, c'est bien pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Je vous propose donc qu'on soit le plus didactique possible pour ne pas perdre nos téléspectateurs. On a un accord, mais est-ce qu'on a un Brexit, Virginie ? Alors, on ne l'a pas encore. On n'est pas tout à fait sûr d'avoir non plus, puisque l'accord conclu entre l'Union européenne et Londres doit maintenant être ratifié par 2 parlements. Le Parlement européen, là on pense qu'il n'y aura pas de problème. Le Parlement britannique, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont très en colère contre Boris Johnson, à commencer par le DUP, qui est le parti d'Irlande du Nord, qui pense qu'on sacrifie l'Irlande du Nord à l'autel de cet accord, parce qu'il y a des hard Brexiteurs qui trouvent que ça ne suffit pas, et il va avoir beaucoup de mal à avoir les 320 voix dont il a besoin demain. Donc demain, il y a une session extraordinaire du Parlement qui se réunit. Et hier... alors aujourd'hui, j'ai pas entendu, mais hier on disait 322, de 317. On savait pas très bien les. Convaincre. Voilà, donc ça peut se jouer à très peu de voix, mais c'est très possible qu'il perde. S'il perd, c'est pas la fin du monde non plus, parce que ça va lui
ça va le conduire à demander une prorogation, parce que la loi l'y oblige. Et s'il y a dont il a dit qu'il préférait se jeter Alors dans un fossé que de la demander. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas le faire, mais là, franchement, il sait qu'il est coincé par le Ben Act. Le Parlement l'oblige à demander prorogation s'il n'y a pas d'accord, et auquel cas, il pourra le faire en demandant de nouvelles élections qui peuvent être à son avantage. On va reprendre tout ça point par point, détailler tout ça. Tiens, je vous vois rire. Non, c'est un long film. Question juste encore, avant de revenir sur tous ces points. Le Brexit est prévu le 31 octobre, normalement. Est-ce qu'il aura lieu le 31 octobre ou est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marc, qu'il n'aura pas lieu le 31 octobre? Je crois que beaucoup va dépendre de ce qui arrive demain au Parlement britannique. Je crois aussi que, comment dire, mentalement, beaucoup de capitales se sont déjà préparés à l'éventualité d'un Brexit au-delà du 31 octobre. Je dirais que tout se joue à Londres, ou plutôt au Royaume-Uni maintenant. Qu'est-ce que vont faire les parlementaires? Et après, que va faire Downing Street, le gouvernement britannique, au cas d'un non? Michael? Alors, peut-être qu'on peut parler deux minutes de Boris Johnson, parce que dans cette affaire-là, finalement, c'est lui où on disait qu'il n'avait pas forcément un plan de bataille. On avait dit que tout ça était improvisé. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que tout ça était quand même assez savamment orchestré, parce qu'il est dans un poker menteur. Il a tout mis sur la table hier. Et il est attendu le dernier moment pour essayer de négocier. C'est vraiment un accord de la 24e heure. Tordre le bras de l'Union européenne, même si c'était très compliqué, en misant sur une forme de désunion aussi de l'Union européenne. Là aussi, c'était quand même très compliqué de mettre un coin entre les 27. Donc l'Union européenne a essayé de faire corps. Boris Johnson est arrivé en disant « Oh non, il n'y aura pas d'accord, ça négocie petit à petit ». Finalement, il obtient quelque chose. Tout va se jouer au Parlement. Le Parlement, effectivement, ça va être très compliqué. Parlement britannique. Au Parlement britannique, ça risque d'être très compliqué. Donc, a priori, le 31, on ne va pas vers le Brexit tel qu'on l'avait imaginé ou tel que Boris Johnson l'avait imaginé. Et là aussi, ça va peut-être lui permettre de revenir au Parlement européen en disant, voilà, il y a un accord, on continue à parler avec cet accord. Moi, de mon côté, j'essaye d'avoir une nouvelle composition, de faire pourquoi pas une nouvelle élection législative anticipée. J'arriverai avec une nouvelle majorité. Du coup, on pourra retravailler, mais en attendant, évidemment, report et encore report. Bon, calcul politique, est-ce que vous êtes d'accord, Ziad? Est-ce qu'il a réussi à tordre le bras des Européens? Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous l'analysez? Ils ont donné un peu... C'est étonnant, parce que c'est à la fois peu et beaucoup, ce qui a été donné. Ce que les Européens n'avaient jamais donné à Theresa May, c'était le fait que l'Irlande du Nord pouvait faire partie de l'union douanière du Royaume-Uni. Ça, les Européens l'ont donné. Ce qui est quand même une concession. Mais les Anglais, quand même, acceptent symboliquement l'idée que l'Irlande du Nord reste dans l'Union européenne, au moins sur la partie normative, ce qui est symboliquement très très fort. C'est-à-dire, on dit, l'Irlande du Nord, finalement, c'est l'Irlande. Et pour les 25 ans qui viennent, puisque les procédures de sortie de ça sont tellement complexes, je pense qu'ils en ont pour un demi-siècle avant de sortir. Et ça ouvre le problème de l'Écosse, ça ouvre le problème de ci et de cela. Donc on voit aussi un gouvernement britannique qui est décidé à aller au Brexit. Donc je pense que demain, il y a des chances qu'ils obtiennent les 20 voix qui leur manquent, peut-être avec quelques gens du Labour qui eux-mêmes commencent à tanguer, etc. Parti d'opposition. Il va y avoir pression. Il va y avoir des pressions, donc on ne peut pas dire que c'est foutu d'avance. Ça peut se faire demain, mais je pense que sur le plan des traces de fond, tout est maintenant écrit. C'est-à-dire l'Irlande sera un seul territoire commercial, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Le problème commence dès après-demain ou dès le 1er janvier parce qu'il va falloir négocier l'accord de longue durée qui va être une guérilla effroyable parce qu'on voit très bien où Boris Johnson et ses amis veulent aller. Ils veulent aller vers le modèle ultra-libéral, le Singapour on Thames, la défiscalisation au port de l'Europe, la compétitivité contre l'Europe. Donc on est parti, mais vos enfants, nos petits-enfants, enfin, je veux dire, c'est une histoire infinie. Et puis c'est aussi, une dernière chose, c'est aussi très triste. Je veux dire, on voit bien la tête de Juncker, c'est quand même une défaite d'un idéal qui avait mis un certain temps à se... l'a dit, ouais. Oui, c'est quand même si les Anglais ont tout fait pour ralentir le processus d'intégration, parce que ce qu'ils veulent, eux, ce qu'ils voulaient, c'était le grand marché, c'est quand même une défaite pour nous tous. C'est vrai qu'on a l'impression, on se dit, bon, il y a un accord, il y a une espèce de soulagement, mais en réalité, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne qui se voit amputée d'un membre très important.
C'est une mauvaise nouvelle Enfin, pour ça eux fait aussi. 3 ans qu'on s'y prépare quand même. Côté hein. européen, c'est pour s'intéresser Oui, non, au c'est côté pas, européen. pas catastrophique, mais sur le plan de l'idée européenne, c'est quand Virginie. même... Déjà que l'Europe va pas très très fort, si en plus on supprime quand même un poids qui était très important, on va de moins en moins fort. C'est même je crois que c'est Emmanuel Macron qui a dit il y a pas longtemps que d'autres personnes comme Dominique Strauss-Kahn disaient que l'Europe était en passe d'aller en deuxième division par rapport aux grands géants Est-ce que c'est le risque Alors, les États-Unis et Est-ce des que autres. c'est le risque Est-ce qu'en effet, l'Union européenne, Virginie ensuite Marc, va se retrouver en seconde division, deuxième Alors là, division maintenant, c'est tout l'enjeu de la nouvelle commission avec Madame von der Leyen, parce que c'est à elle. Non, alors évidemment, elle a pris un peu de retard, mais d'ici un qui mois, devrait on entrer peut- en fonction le voilà. 1er novembre, ça Elle sera plus tard. ne peut pas, puisqu'elle n'a pas eu tous les commissaires, notamment le commissaire français. Mais voilà, c'est l'enjeu de ce qu'elle doit faire. Et est-ce qu'on veut faire une Europe puissante puissance Est-ce qu'on veut avoir une sécurité commune Est-ce qu'on va avoir des affaires étrangères communes Et parce que pour le commerce et le règlement, c'est plutôt bien fait, mais c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est de s'imposer comme puissance. Et ça va être beaucoup l'enjeu de sa commission. Ziad voulait réagir et Marc Il y a ensuite. une analyse aussi qui dit que débarrasser du prisme anglais, qui quand même, encore une fois, à part le marché unique, tout le reste était non négociable. Donc on fait du business, mais on n'intègre rien. On rentre pas dans Schengen, on rentre pas dans la monnaie unique, on rentre pas dans ceci, on rentre pas dans cela, les exceptions. Strauss-Kahn a dit aussi, il faut se débarrasser de l'Angleterre, il faut qu'il parte, Oui, c'est un parce peu le que point mort. ça peut donner aussi une espèce de rebond à l'idée européenne, de resserrer les liens, de se mettre d'accord sur les choses sur lesquelles on avance un peu quand même. L'union bancaire, ça a avancé. Il y a des choses qui avancent. Et peut-être que sans cette espèce de tragédie brexitienne qui occupe tout le monde depuis 3-4 ans, on ira peut-être un peu plus vite. La preuve de ces 3 années de discussion, c'est que l'Union fait la force. Je crois qu'une très bonne nouvelle qu'on a vue, il y a eu une mauvaise nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'était il y a 3 ans, le référendum. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle. Finalement, on finit avec cette histoire, on espère, de la négociation du Brexit. On veut tourner la page. Mais il y a une très bonne nouvelle, c'est que le Brexit n'a pas créé un précédent dans l'Union européenne. Personne n'a dit on va imiter les Britanniques. Au contraire. C'est même le contraire, en L'autre jour, réalité. Salvini disait nous sommes Salvini très a contents dit, avec l'euro. Il faut garder l'euro. Il n'y a plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, le mot eurosceptique, on le prononce de moins en moins. Il n'y a plus d'eurosceptiques. Même les europhobes, l'extrême droite, Orban, ils veulent être en Europe. Ils ne veulent pas partir de l'Europe. C'est les opinions publiques aussi qui vont dans ce sens-là. Dans les Les sondages Catalans, d'opinion, les- c'est ce que... les Ah, les Catalans, Catalans, ils on va veulent en parler dans Ils veulent un plus être instant. dans Les l'Espagne, Catalans veulent ils plus veulent être dans être dans l'Espagne, l'Europe. ils veulent être dans l'Europe. Ziad parlait Mais tout à l'heure de quelque chose d'important, c'est on va voir les conséquences de l'après-Brexit le jour où il arrivera. Mais c'est vrai qu'on parlait des Écossais, on parlait du Pays de Galles, par exemple. les Ça va Écossais qui, eux, renforcer- pourraient se diriger vers une Voilà, parce que indépendance. de fait, ils ne seront plus dans l'Union européenne telle qu'ils l'ont connue jusqu'à présent. Et ça va peut-être renforcer ce côté indépendantiste. Il y a une inégalité de fait maintenant Exactement, entre avec eux et l'Irlande. l'Irlande du Nord, Et puisque l'Irlande du les Nord. Irlandes du Pourquoi Nord eux ils et pas seront nous toujours de facto Pourquoi eux, pas nous dans l'Union européenne et les autres ils seront plus dans l'Union européenne. Donc moi je pense qu'ils vont vers du tangage. Enfin je veux dire, il n'y a Avec pas de les fumée, Écossais. il y a pas de fumée sans feu. Il va y avoir un tangage britannique assez fort quand même. Si on essaie de... Parce qu'on voit qu'il y a quand même un risque. Enfin, ce Brexit va arriver. Il va falloir... C'est Michel Barnier qui va négocier la suite des relations entre l'Union européenne Si vous me permettez de dire un mot sur Je Michel vous en prie. Barnier, c'est lui qui va continuer, mais c'est vrai que c'est lui qui est en pole position aussi pour devenir le fameux commissaire qui manque. Donc, Oui, mais je crois enfin, ça va être Ils compliqué. ont vraiment besoin Mais- de lui, là. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, il y a du boulot là. Voilà, on Il va pensait garder le job. qu'il était en pole position, mais en fait, le fait qu'il lui ait confié la négociation de la future C'est relation fini. commerciale, c'est... Donc c'est lui fini. va avoir cette tâche maintenant. Il a fait ses preuves sur le Brexit, il fait Ouais. l'unanimité. Il y a quand même un avenir qui apparaît un peu sombre d'un point de vue économique peut-être aussi pour l'Union européenne sans le Royaume-Uni. Marc ? Je crois que ça c'est au-delà du Brexit et du Royaume-Uni. La conjoncture économique mondiale est un peu sombre, en effet. Mais je ne crois pas que... Bon, je ne suis pas un Ça expert. fait 3 ans qu'on dit attention, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Ah, mais En d'abord, fait, tout le c'est monde plus s'est pour les préparé. Britanniques que pour les Européens. C'est les conséquences. Aujourd'hui, ce qu'on a vu pour l'instant, ce qu'on constate, c'est vraiment une baisse des investissements en Grande-Bretagne de l'ordre de 15-17% pour des chiffres de septembre. Donc, c'est d'investissement direct étranger. Donc, ça, c'est quand même conséquent. Et il y a aussi une chute des migrations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'Européens qui viennent, qui curieusement sont remplacés d'ailleurs par une population asiatique. On s'y attendait pas, mais comme ils ont besoin de main-d'œuvre, mais c'est franchement pour les Anglais que ce sera beaucoup plus compliqué que pour les Européens. Diane ? En fait, il y a un pari énorme qui est de dire
je vais quitter un modèle qui était un modèle quand même semi-industriel. Il y avait encore de l'investissement industriel, on était avec le marché unique, on vendait en Europe. Les Japonais investissent en Angleterre parce que l'Angleterre peut vendre les voitures à Paris. On quitte ce modèle pour aller vers quelque chose de flamboyant. Le navire de la reine va reprendre les océans. On va faire du commerce, on va faire du service, on va attirer l'argent. Tout le monde sait que c'est crade, hein. Quand on attire l'argent, on est forcément dans des... Enfin, je veux dire, on rentre dans une économie totalement financiarisée et ça va être un opportunité. C'est pour ça que je dis, le vrai job maintenant de Barnier, etc., c'est comment faire en sorte de dealer quelque chose qui ne met pas aux portes de l'Europe l'anti-modèle. Et puis, ils ont un deuxième problème, c'est qu'il faut que leur société résiste à ça. Parce que l'Angleterre, elle est riche, mais elle n'est pas riche partout. Quand vous sortez de Londres, c'est pas, enfin, je veux dire, les petites classes populaires, les classes moyennes, etc., sont des classes pas forcément très bien. Qui ont un statut qui est extrêmement dur par rapport au statut qu'on a en France ou qu'on a en Europe continentale. Et il y a une étude qui est sortie ce vendredi de UK in Changing Europe, c'est un institut économique, qui a établi que ça coûterait 2000 livres par an, par habitant, la sortie de l'Europe. C'est une somme considérable pour des personnes qui sont des classes populaires ou dans des classes, même des classes moyennes. Donc ça va être un coût énorme. Et pour le reste de l'Europe, il faudra aussi surveiller ces questions de frontières qui risquent d'arriver aussi très vite, parce qu'il y aura des problèmes économiques, mais pas que. Il y aura aussi des problèmes sanitaires qui pourront arriver, des problèmes de pandémie. Cette fameuse frontière dans la mer qui est en train de se construire entre l'Irlande du Nord, les Anglais, les Britanniques et le reste de l'Europe. Petite frontière au sein du Petite frontière, mais qui va décider quoi? Les Anglais. Donc c'est qu'une question de confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance ou pas? Tout ça, il va falloir apprendre en marchant. C'est pas facile, c'est pas gagné non plus. Est-ce que c'est un risque pour l'Europe, on va terminer là-dessus rapidement, d'avoir un Royaume-Uni aussi affaibli? À côté, c'est quand même des voisins extrêmement proches. Aussi affaibli, moi je pense que c'est quand même un pays qui a aussi beaucoup de ressources, qui va se reconstruire. Ils n'arrêtent pas de parler de leur projet d'accord bilatéral avec les États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a le Commonwealth, il y a plein de liens, et puis il y a plein de liens avec l'Europe. C'est pas parce qu'on n'est plus dans l'Union européenne qu'on arrête de commercer demain avec la Grande-Bretagne. Donc on va juste faire les choses un peu différemment, mais moi, je pense que c'est pas du tout la fin du Royaume-Uni. Hein. Et l'accord sera donc soumis au vote des députés britanniques. La Chambre des communes se réunit demain, un samedi. Ce n'était plus arrivé depuis la guerre des Malouines en 1982. Et on verra ce qu'il en ressort. Autre crise sur le continent, mais de celle-ci, l'Union européenne semble bien ne pas vouloir s'en mêler. En Espagne, rappelez-vous, il y a 2 ans, ils avaient proclamé l'indépendance de la Catalogne. La justice a rendu son verdict lundi. Les chefs de file du mouvement écopent de lourde peine de prison pour sédition, et c'est le point de départ d'une semaine sous très haute tension. Cette sentence marque la fin d'un processus judiciaire qui s'est développé, je tiens à le souligner, avec toutes les garanties et une transparence absolue. Le gouvernement et moi-même, en tant que président, rejetons ces peines comme injustes et antidémocratiques pour avoir fait partie d'un procès politique et d'une cause générale contre le droit à l'autodétermination de la Catalogne et contre l'indépendantisme. Dans une démocratie, personne n'est jugé à cause de ses idées ou parce qu'il défend un projet politique, mais pour des crimes qui sont dans notre code juridique. Nous exigeons la fin de la répression et la liberté des prisonniers politiques exilés, y compris l'amnistie comme point final de toute représaille. Alors, 2 ans après le référendum d'autodétermination et la proclamation de l'indépendance de Catalogne, ce qui me frappe, moi, Marc, c'est qu'on a l'impression que les interlocuteurs ont changé, mais que le discours est toujours le même. Est-ce que c'est le cas dans les arguments avancés par l'un et par l'autre? Oui, je crois que 2 ans après, il y a des choses qui ont changé. L'État espagnol a démontré que l'indépendance n'était pas possible, a stoppé en sec l'essai qu'ont fait les indépendantistes catalans de déclarer de manière illégale, de séparer en fait un morceau de l'Espagne d'une manière hors la loi. Ce chemin, cette voie ne marche pas.
le gouvernement espagnol à cette époque, qui était un gouvernement conservateur, le pouvoir judiciaire ont stoppé cette voie-là. Maintenant, il continue à y avoir une division très forte dans la société catalane. On voit aujourd'hui qu'il y a une journée de grève en Catalogne. Il y a des dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de personnes dans la rue. Donc, les images en direct en ce moment. Le problème n'est pas résolu. Les arguments, oui, sûrement les arguments n'ont pas changé en essence d'un côté à l'autre. Mais ça, c'est inquiétant, non? Mais la situation a changé, je crois, la situation. Le côté indépendantiste a constaté que la voie unilatérale et illégale n'aboutissait pas. Il y a une différence quand même peut-être à signaler, c'est qu'on dit que les peines prononcées ont été très lourdes, peine de condamnation pour sédition. Or, la justice n'a pas retenu l'accusation de rébellion. C'est quoi la différence? L'accusation de rébellion était beaucoup plus, aurait entraîné des peines beaucoup plus lourdes et entraîné l'usage de la violence, disons, pour faire, c'était pas les mots exacts, mais pour mettre en place un coup d'État. Le parquet avait demandé ça, avait demandé la peine de rébellion. Donc, on peut dire que la décision judiciaire est restée dans un milieu, j'allais dire un juste milieu, mais je suis parti pour dire si c'est juste ou non, mais dans le milieu. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les dirigeants espagnols à Madrid se sont cachés derrière les robes des juges pour ne pas aborder ce qui était en fait un problème strictement politique et non pas judiciaire? Virginie? Moi, je crois que c'est assez compliqué aujourd'hui pour Pedro Sánchez parce que il n'a pas pu former son gouvernement, il a des élections législatives dans un mois. Et il veut à la fois apparaître comme l'homme du dialogue, c'est-à-dire qu'il ne veut pas fermer la porte aux Catalans. Il a toujours dit qu'il voulait parler avec eux. Et en même temps, devant les images assez terrifiantes de guérilla urbaine qu'on voit à Barcelone, il est aussi obligé de montrer de la fermeté pour rassurer les Espagnols et faire en sorte qu'ils votent pour lui. Donc c'est assez compliqué. Ça rappelle un peu la situation des Gilets jaunes chez nous. Le processus judiciaire a été lancé par son prédécesseur, je pense, votre contrôle Marc, mais est-ce que quand même Madrid n'a pas... Est-ce que Madrid instrumentalise la justice dans cette question catalane? C'est ce que reprochent les Catalans à Madrid. Oui, et de l'autre côté, est-ce que les Catalans ne sont pas en train d'instrumentaliser ce qui est en train de se passer dans la rue en vue des prochaines élections, etc. On se demande même si les uns et les autres ne sont pas en train de s'instrumentaliser eux-mêmes. Pourquoi? Parce que derrière, il y a certainement des élections qui approchent et que tout le monde veut tirer un petit peu profit de tout cela. Le rôle de Madrid là-dedans, effectivement, il est ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rôle aussi du président catalan, Quim Torra, est assez étrange. En tout cas, moi, ça m'a paru un peu bizarre, c'est-à-dire d'aller dans les manifestations un jour, de descendre comme ça et d'aller dans les manifs, pourquoi pas. D'autre côté, sanctionner les manifestants et envoyer la force. On ne comprend pas très bien ce qu'il fait, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut. De l'autre côté, il y a aussi la population. Moi, j'essaie de voir aussi ce qui se passe du côté catalan et du côté du peuple catalan. Et je me demande si c'est pas le grand perdant, en fait. Alors, je vous laisse réagir à ça. Est-ce que ce sont les Catalans qui sont les grands perdants? On parle de Madrid, on parle de Barcelone. Est-ce que les Catalans, c'est une société qui est aujourd'hui, 2 ans plus tard, très divisée? Oui, c'est pour ça que je suis très sceptique sur l'usage du terme « les Catalans ». Parce qu'en fait, les Catalans, comme vous dites, ils sont très divisés, les Catalans. Les partis indépendantistes, il faut rappeler, n'ont jamais eu une majorité de voix dans des élections depuis des années. En fait, jamais ont eu une majorité de voix dans des élections. Et il y a eu, je crois qu'il n'y a aucune région, entité politique en Europe qui a voté autant de fois que la Catalogne dans les 10 dernières années. Alors, dire les Catalans, je n'ose pas, je suis catalan, mais je n'ose pas généraliser sur les Catalans à propos de ça. Et peut-être pour... 40% des Espagnols interrogés, des Catalans interrogés sont contre l'indépendance. 48%. 44 sont pour. Alors, l'opinion... Il manque la majorité. Oui. Alors, je laisse réagir Ziad sur cette... Quand on est un peu de l'extérieur, je trouve que c'est surtout... c'est la faillite du politique. C'est-à-dire, des deux côtés, il y a faillite du politique. Du côté de l'État espagnol qui applique la loi espagnole, je veux dire, et les conservateurs particulièrement,
c'est comme ça, comme vous dites, Marc, on sort pas de l'Espagne comme ça de manière unilatérale. Mais en même temps, on aurait pu faire de la politique. Et les Catalans, on fait pas un référendum d'autodétermination unilatérale sans respecter rien, et puis on remet pas de l'huile sur le feu, et puis que ça. Donc je trouve que, et puis le fait que l'Espagne n'ait pas de majorité depuis maintenant 1 an et demi. On va d'une élection à une autre parce qu'on n'a pas de majorité fiable. Donc on sent que c'est un pays qui est en crise politique, que ça soit au niveau central ou que ce soit dans sa relation avec la Catalogne et peut-être avec cette culture régionale qui est très importante chez eux. Donc ça, je pense que c'est important. La deuxième chose qui me frappe, c'est ce que vous avez dit, c'est la violence de ce qu'on voit dans la rue. Enfin, je veux dire, on se croit en France. Mais alors justement, il y a une espèce de radicalisation des mouvements. Des mouvements dans la rue, les gilets jaunes, la Catalogne. On peut parler aussi des ultra-écolos qui montent sur les trains, qui bloquent les trucs. Et donc, on sent qu'il y a un moment, il n'y a plus de dialogue. Il y a juste une revendication qui s'exprime par la force. Quand même, pour tous ceux qui connaissent Barcelone, enfin, comme tous ceux qui connaissent Paris, et quand on a vécu ça, c'est quand même très impressionnant. Alors justement, comment éviter maintenant d'aller plus encore vers la confrontation? Est-ce qu'il y a des solutions qui apparaissent? Par exemple, Pedro Sanchez est dans ses prérogatives. Est-ce qu'il pourrait déclarer une amnistie pour apaiser la situation? Je ne crois pas qu'il a dit, je ne crois pas qu'il va donner une amnistie ou commuer les peines des condamnés pour l'instant. Il y a des élections maintenant en Espagne. Et ils peuvent accéder à des régimes carcéraux, quelques-uns. De semi-liberté De semi-liberté à partir de quelques semaines. De l'an prochain. Mais c'est vrai que la dérive violente du nationalisme catalan, cette semaine, je crois que c'était un fait politique. Alors, est-ce que c'est une dérive violente du nationalisme catalan ou est-ce que c'est des groupes ou des individus qui décident de se défouler dans la rue? C'est une partie. Évidemment, ce n'est pas tout le nationalisme catalan qui est pacifique et pacifiste majoritairement, mais c'est une partie. Donc, c'est un vrai durcissement d'un mouvement. On a le même débat qu'avec les Gilets jaunes qui disaient nous ne sommes pas violents, c'est une minorité. Oui, d'accord, c'est une minorité, mais on a eu 3 nuits suivies à Barcelone. Avec des violences, avec des groupes indépendantistes qui disaient il faut user les moyens nécessaires pour protester, avec un président de la Généralité de Catalogne, Quim Torra, qui avait dit d'une manière très ambiguë il y a quelques mois, je vais le dire en catalan, apreteu, ça veut dire faites pression au groupe comité, un peu d'huile sur le feu, quand même. Comité de défense de la République. C'est ces groupes de protestation qui ont le même nom que les groupes révolutionnaires du Cuba dans les années 60. Non? Virginie. Moi, je parlais tout à l'heure à notre correspondante à Madrid qui était à Barcelone aujourd'hui et elle me disait qu'il y avait des rumeurs comme quoi demain, des black box allaient arriver de toute l'Europe pour durcir la situation. Donc ça, c'est même hors de la problématique catalane. C'est ces groupuscules extrêmement violents qui saisissent des occasions. Et puis c'est aussi une guerre de l'image, parce qu'ils en profitent pour passer ces images absolument terrifiantes et faire pression de cette façon. Si on essaie de réfléchir aux solutions possibles, donc Marc, vous nous dites, amnistie, a priori, c'est pas une solution. Référendum dans toute l'Espagne. Alors, je crois qu'il y a un problème dans le dialogue politique, c'est que les deux parties n'acceptent pas les mêmes règles. D'accord. Il y a des règles communes pour tous les Espagnols, les Catalans inclus, qui sont les règles comme n'importe quel pays européen, qui est la Constitution espagnole. La Constitution en vertu de laquelle le nationalisme catalan et les indépendantistes gouvernent la Catalogne depuis une dizaine d'années. Il faut rappeler ça. Torra, il est président de la Généralité de la Catalogne, qui est une institution de la Constitution constitutionnelle espagnole. D'accord. La Constitution ne permet pas un référendum de sécession. Les indépendantistes disent nous exigeons le référendum de sécession. Le gouvernement espagnol et la majorité des partis espagnols et la moitié des Catalans disent il faut négocier, mais dans les règles. Donc, je sais pas quelle solution alors? Là, j'en ai évoqué deux, mais lesquelles? Comment renouer un dialogue politique? Mais dans quel cadre? Dans quel cadre? Et déjà, il faut que, encore une fois, il y ait un gouvernement. Il n'y a pas un Premier ministre qui a une majorité aujourd'hui en Espagne. On en est à la troisième, ça va être la troisième tentative. Donc déjà, si le 30 novembre, c'est le 30 novembre, si nos amis espagnols, le 10 novembre, si nos amis espagnols pouvaient donner une majorité à ce Premier ministre, au moins on avancerait probablement d'un pas. Sauf que ça ne sera peut-être pas le cas. Mais si vous me demandez, moi je ne suis pas un politique, je suis simplement un journaliste. C'est un observateur. Et un observateur. Mais je crois que la solution, évidemment, est le dialogue dans le cadre légal, démocratique de l'état de droit actuel. Avec un retour du politique. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut donner de plus à l'autonomie
catalane qu'ils n'ont pas, à part les instruments de souveraineté. Alors, il était question de leur donner plus en 2010, une autonomie élargie. Oui. Est-ce que ça pourrait être une option de nouveau? Ça avait été retoqué par la justice nationale. Est-ce que ça pourrait être une réflexion à avoir sur l'ensemble de l'Espagne? Je crois que c'est la position, par exemple, du Parti socialiste espagnol. On peut réformer la constitution espagnole. Évidemment, les voies sont difficiles. Il faut des majorités élargies, il faut des dialogues, il faut des consensus. Il faut surtout, pour commencer, accepter de jouer avec les règles de jeu. Si on joue au foot et une équipe dit les buts sont, il y a 4 buts au lieu de 2 buts, il n'y a pas un match à jouer là. On parlait du foot parce qu'il y a une information, hein. La crise est tellement importante que le Classico que tout le monde regarde, Real-Barcelone, il a été reporté. Donc c'est là qu'on voit que l'heure est très très grave. Oui, alors ça va faire, ça va embêter pas mal de monde en effet. Virginie, vous vouliez réagir? Non, j'écoutais, moi je pensais au rugby, au typhon japonais, mais là, ça marche très bien. On va essayer de conclure là-dessus. C'est cette question aussi de cette Espagne, donc on le voit bien, il y a des élections qui arrivent. La question catalane est là, elle va trouver une place importante dans cette campagne électorale. On a vu que cette société catalane est très explosée, mais que en fait le problème se pose à toute l'Espagne. Est-ce que l'Espagne peut imploser? Question qu'on se pose autour de cette crise catalane. Si l'Espagne peut imploser, c'est-à-dire que la Catalogne devient le catalyseur d'un problème qui se répand ou qui fait imploser l'Espagne. Alors l'histoire a toujours des tournants inespérés et des explosions que personne ne voit. Maintenant, ça va être les 30 ans, je crois, de la chute du mur de Berlin. Un mois avant, personne ne s'attendait. Mais je dirais, en regardant les éléments sur la table, ce risque n'existe pas. Il existe un risque d'une crise larvée pendant longtemps, surtout en Catalogne, d'une division. Une division qui ne va pas se dénouer dans les prochains mois, évidemment, ni années, mais je ne crois pas qu'il y ait un risque d'implosion de l'Espagne. Et des élections déjà permettent de donner un début de solution. Je vous propose qu'on retrouve maintenant David Berger à Genève. Bonjour David, vous êtes journaliste politique, correspondant parlementaire pour la RTS, la radio-télévision suisse. Bonjour, soyez le bienvenu dans Kiosque. Avec vous, on va parler des élections fédérales. Dimanche, les citoyens helvétiques renouvellent leur parlement. Les sondages prédisent, comme ailleurs déjà en Europe, une poussée verte et c'est la population qui a imposé son agenda. Dans cette Suisse peu habituée à faire de la rue son terrain de revendication, les grèves pour le climat ont été d'une ampleur rare. Les jeunes ont marqué les esprits. La Suisse subit particulièrement la hausse des températures moyennes. Ces glaciers millénaires fondent comme jamais, des zones forestières se dessèchent et des phénomènes naturels inquiétants font office de signaux d'alarme. Le gouvernement fédéral en tire les conséquences. De retour de vacances, il fixe à la Suisse un nouvel objectif de neutralité carbone pour 2050. Je pense que la pression de la rue, c'était important pour montrer qu'il y a urgence, mais en même temps, c'est aussi la science qui a vraiment fait les études, qui a montré que les buts jusqu'à maintenant qu'on avait aussi du Conseil fédéral, que ça ne suffit pas. Le climat s'impose comme le thème dominant de la campagne. À gauche comme à droite, les libéraux ont consulté leurs militants pour définir une nouvelle politique environnementale. C'est l'engagement de tous qui permettra de répondre aux défis climatiques. Un vent favorable souffle dans le dos des partis écologistes. Pour la première fois de leur histoire, les Verts apparaissent en 4e position des intentions de vote. Alors, la stabilité traditionnelle de l'échiquier politique suisse, due notamment à son système électoral complexe, ça limite les surprises. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à des changements dimanche, David ? Oui, il faut s'attendre à des changements. Tout indique que le vert sera effectivement très tendance au Palais fédéral lors de la prochaine législature. Dans la rue, ceux qui font campagne en ce moment avec le sourire, ce sont les écologistes et les autres ont plutôt, on va dire, la boule au ventre. Vous parliez de sondages. Les sondages donnent 3 à 4 points de plus pour les verts de gauche et un bond en avant aussi pour les verts de droite, ce qu'on appelle ici les verts libéraux. Mais il n'y a pas que les sondages, ce n'est pas qu'une histoire de sondages. Il y a eu des élections régionales, les élections cantonales, dans 5 cantons suisses durant cette année 2019. Et à 3 reprises, les Verts ont progressé nettement. Alors, la fin de la campagne a fait surgir une discussion autour des taxes sur les carburants, des taxes sur les billets d'avion. Et là, on sent quand même une certaine résistance. Et ceux qui qualifient d'hystérie collective cette discussion autour du climat espèrent bien en profiter dans les urnes. Alors, une poussée des Verts qui se dessine, mais est-ce que c'est une poussée au point d'accéder pour la première fois au gouvernement où en Suisse, tous les grands partis se partagent les 7 places de ministres ?
Alors c'est le débat du moment, c'est le débat de ces jours. Ce gouvernement, c'est 3 partis de droite et un parti de gauche. Mais il en faut beaucoup pour bousculer cette fameuse formule qu'on appelle ici la formule magique. Elle est très très stable. La poussée attendue des Verts et des Verts libéraux donne des idées de recomposition à certains. Mais franchement, on en est encore loin parce qu'aujourd'hui, mettre un ou une écologiste au gouvernement, pourquoi pas? Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Au détriment de qui, déjà? Est-ce qu'il faut mettre un écologiste de gauche ou un écologiste de droite? Et puis, dans ce pays, il faut non seulement gagner, mais il faut regagner. Il faut faire ses preuves pour faire son entrée au gouvernement. À mon avis, les Verts vont devoir encore attendre un tour. Alors, le changement climatique est au sommet des préoccupations des Suisses qui l'ont imposé comme principal thème de campagne. Les citoyens, qui sont pourtant souvent consultés 4 fois par année, ont dicté l'agenda. Est-ce qu'ils ont mis ces politiques sous pression? Oui, la rue a parlé fort, elle a parlé même très fort cette année. Il y a eu 500 l'égalité lors d'une grève des femmes dont on a beaucoup parlé, même en Europe. Et puis, il y a ces jeunes, des dizaines de milliers de jeunes qui sont venus plusieurs fois dans les rues de Suisse. Ils n'ont pas relâché la pression. Et oui, ça a mis justement une pression sur ce monde politique. Ici, les préoccupations traditionnelles, c'est les coûts de la santé, c'est l'avenir des retraites, c'est la politique d'immigration. Mais la discussion sur le climat, eh bien, elle a un peu tout chamboulé. Et dans ce pays alpin qui pourrait souffrir particulièrement d'un réchauffement climatique, eh bien c'est vrai que ce thème a vraiment pris beaucoup d'importance. Mais à 2 jours du verdict, il y a une question qui se pose, c'est qui va aller voter? Parce que les jeunes, eh bien, ce sont de grands abstentionnistes en général. Alors, est-ce qu'ils vont passer de la rue aux urnes? De cette question va vraiment dépendre la force de cette poussée écologiste. Et vous le verrez aux premières loges, vous serez sur le pont pour la RTS dimanche. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous depuis Genève. Et puis, je vous dis évidemment à très bientôt. À très bientôt. On l'a entendu, David le disait, il y a une mobilisation, la rue a poussé, on a vu les résultats des élections, que ce soit les européennes, que ce soit certains Länder en Allemagne, que ce soit la Belgique, le Luxembourg. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est un phénomène durable selon vous? Non, je pense que c'est durable parce qu'il y a une prise de conscience et il y a surtout un catalyseur. La jeunesse a besoin de quelque chose pour se mobiliser. Le climat est cet élément déclencheur. Et ça parle à tout le monde. Et la jeunesse, et notamment, c'est pour ça qu'on voit un petit peu partout Greta Thunberg, etc. Son discours mobilise. C'est pas pour rien qu'on a entendu David qui nous disait qu'il y avait plusieurs milliers de personnes dans les rues. Une dizaine de milliers, oui. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience générale, une prise de conscience européenne. On l'a vu aux élections. Et ça c'est nouveau. On parlait d'immigration. Est-ce que c'est durable vraiment? Parce que si on prend l'exemple de la Suisse, il y a 4 ans, c'est plutôt l'immigration qui a fait justement, la campagne. En France aussi, c'est pour ça que je faisais le parallèle, c'est que l'immigration était très présente. L'immigration là, sera c'est le climat, mais qu'est-ce qui nous dit que dans présente. 4 ans, ça sera toujours le climat? Parce que les Verts... Ouais, c'est ça, parce qu'on le voit tous les jours. Ça va se déglinguer? Mais oui, ces gens jeunes qui sont plus motivés que nous, bien sûr, ils ont toutes les raisons de l'être. C'est eux et leurs enfants qui vont vivre dans la terre qu'on est en train de laisser. Donc plan B. Il n'y a pas de plan B. Et donc, il y a une prise de conscience. Je pense aussi que ce que tu dis sur le fait et ils ont une grande cause, ils la portent et ils vont y aller. Et les résultats aux élections européennes montrent très bien que c'est pas quelque chose de passage. On est en train de tuer l'écologie bobo, enfin l'espèce de truc anti-système, un petit peu utopiste qu'il y avait dans les années 70-80, vers quelque chose de beaucoup plus politique. En Allemagne, les résultats des Verts. En France, aux élections européennes, les résultats des Verts. Ça les oblige aussi, eux, à faire leur propre réforme intérieure. C'est-à-dire d'être dans quelque chose qui propose au lieu d'être dans la contestation. Donc c'est quelque chose qui va marquer... La rentrée dans l'atmosphère pour les Verts, quand ils vont rentrer en politique, vraiment, si jamais on leur donne des responsabilités, sera très difficile. On est à ce moment-là, Marc, vous êtes d'accord? C'est le moment de l'entrée en politique des Verts, réellement? C'est possible. Une chose j'ai trouvé fascinante dans l'intervention de notre confrère en Suisse, c'est qu'il y a un parti de Verts de gauche et de droite. Je trouve que c'est un révélateur du moment où on vit, où l'écologisme est en train de devenir un cadre mental. Et peut-être j'avais lu quelques analystes qui disaient l'écologisme va être la future démocratie chrétienne en Europe. De la même façon qu'après la Seconde Guerre mondiale, la démocratie chrétienne dans des pays comme l'Italie ou l'Allemagne représentait un grand consensus, même conservateur, mais qui faisait changer les choses, un programme social, etc. Maintenant, ça pourrait être l'écologie. Et je vois si je peux m'aventurer un peu, deux tendances dans nos pays, l'écologie
Et pour revenir un peu à la question précédente, la nation, comme si c'était deux pôles qui définissent les clivages politiques. C'est en tout cas ce qu'on voit depuis quelques années. Écologie-Nation, vous êtes d'accord avec ça pour conclure, Virginie ? Je pense que ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir de plus en plus d'expériences à suivre. Alors, elles vont être soit au niveau des pays, c'est-à-dire en Suisse, si jamais ils arrivent à mettre quelqu'un, un ministre au gouvernement qui soit vert. Les Danois, par exemple, sont vraiment très avancés avec le plus grand pôle d'éoliennes offshore. Donc, il faut qu'on suive ces expériences. Et puis, il y aura aussi la volonté européenne de faire quelque chose sur le climat. Ils sont en train de mettre en place plein de nouveaux instruments, financiers notamment, et on va voir si les choses avancent ou pas. Et on verra aussi dimanche en Suisse comment ces préoccupations climatiques se traduiront dans les urnes. Réponse dimanche. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Marc Bassett d'El País, Michael Zamez du groupe VIA, Ziad Limam d'Afrique Magazine et Virginie Robert des Échos. Ziad, la Tunisie, ça ne nous a pas échappé à un nouveau président. Kais Saied, 66 ans, juriste respecté, archi-conservateur et dogmatique, austère, plébiscité, avec près de 73% des voix. Kais Saied dit vouloir porter le message de la révolution de 2011. Écoutez sa réaction à sa victoire, une joie toute contenue. Aujourd'hui, nous allons tenter, avec nos forces, de construire une nouvelle Tunisie. La Tunisie que le peuple a fait surgir en décembre 2010 et janvier 2011 pour aboutir à ce slogan « Le peuple veut ». Et aujourd'hui, vous allez accomplir ce que vous voulez. Une nouvelle révolution dans le cadre de la Constitution. Est-ce que c'est l'analyse qu'on peut faire de cette élection, Ziad ? Je pense que le message des électeurs, ça a été très clair. Il y avait revenons aux bases de la révolution, à la discussion de 2011. Et cette discussion, elle s'est perdue dans les gouvernements successifs, dans les accords politiques, dans les majorités fluctuantes, etc. L'idéal qui a porté la révolution s'est incarné dans ce candidat qui est arrivé. C'est une suite logique, en fait, l'élection de Non, Kais Saied, c'est un retour, c'est une tentative de retour. C'est peut-être une utopie. Je pense qu'on vit aussi beaucoup d'utopies et que peut-être que les électeurs tunisiens avaient besoin d'une utopie forte qui leur dise que c'était possible de revenir à un idéal qu'ils avaient lancé en 2010-2011. Je pense qu'il y a des points très clairs dans le discours de Kais Saied qui utilise des mots très précis. Le mot corruption, ça c'est un mot qui tilte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de ras-le-bol généralisé de la corruption ou de ce qui est perçu comme de la corruption. Il y a le mot jeune, il le dit tout le temps. Et ça aussi, ils ont voté massivement pour lui. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses qui relèvent à la fois de l'utopie et de la réalité. Et puis, vous avez fait un portrait un petit peu... À la Schlag. Voilà. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, on n'en sait rien. C'est aussi l'autre partie de l'histoire de Kais Saied, c'est que c'est vrai qu'il a donné des positions, par exemple, sur les questions sociétales qui sont des réponses très conservatrices, mais quand vous regardez la société tunisienne d'aujourd'hui, il est en phase avec la société, 80% de la société tunisienne sur ces questions-là. Quand on dit qu'il est néo-islamiste ou proche islamiste, personne n'en sait rien. Et ça se peut demain, et on va vite le voir. Il va être obligé de composer avec un Premier ministre qui va probablement être néo-islamiste, etc. On va voir comment ça va se passer. Donc en fait... Non, vous êtes en train de dépeindre quelqu'un de souverainiste, pragmatique, populaire, voire populiste. Je pourrais même pas dire oui, parce qu'il a par exemple, sur les questions de l'architecture institutionnelle de l'État, il a une vision très révolutionnaire. Ouais. C'est-à-dire on inverse le système, le bas, on le met en haut, on fait monter les régions, le pouvoir descend au niveau local et on élimine pratiquement les... Juste pour bien comprendre comment s'est jouée cette élection, est-ce qu'il y a une réelle adhésion, pour dire les choses autrement, une réelle adhésion à Kais Saied, ou est-ce que c'est du dégagisme aussi ? Il a su porter ce que j'appelle, moi, l'utopie, c'est-à-dire... Ça n'est pas que du dégagisme. Il donne du rêve. Il a eu en plus une situation un peu particulière où le candidat qui lui était opposé, Nabil Karoui, a quand même passé les 9/10 de la campagne électorale en prison, ce qui est quand même pas le meilleur moyen de faire campagne. Lui, c'est d'ailleurs arrêté de faire campagne. Oui, mais bon, en même temps, il n'était pas en prison, donc ça joue. Et puis la prison, il n'y avait pas que ça, c'est-à-dire que ça a contribué à façonner une image de Nabil Karoui qui circulait, je sais pas quoi, corruption, mafioso, truc, Berlusconi, il est en prison, donc bon, ok. Mais je pense que ça a joué, ça a faussé en partie le process, mais il a quand même fait 75% des voix.
suivre. Virginie, ce que j'ai trouvé frappant dans cette élection, c'était l'adhésion des jeunes, parce que vraiment on s'y attendait pas, surtout sur un personnage qu'on décrit totalement conservateur. Et aussi le sentiment, je crois que ce que vous disiez est très vrai, c'est que il amène une idée d'intégrité. Vous parliez de faire vivre l'utopie, mais je crois aussi qu'il y a une idée d'intégrité. Et on sait aujourd'hui que dans les challenges qu'il a, il y a évidemment la lutte contre la corruption, il y a évidemment peut-être remodeler la société politique, il y a aussi trouver de l'emploi pour les jeunes, parce que 35% de la jeunesse quand même n'a pas d'emploi. Et donc il y a eu quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et les jeunes. Hein. C'était vraiment surprenant et intéressant. Remarquez le Conseil, je crois qu'il y a des jeunes, évidemment, mais il y a des jeunes identitaires, il y a un peu souverainiste, il y a un peu de tout. Il y a les ex-ligues révolutionnaires, il y a tout. Voilà. Et puis il y a eu un peu de tout aussi dans cette campagne. Comment il les a séduits, ces jeunes? D'abord, il a fait, ça devrait être enseigné dans les cours de Sciences Po. C'est-à-dire, il a fait une campagne sur le 5e couloir, dans le virage très loin. On l'a vu venir il y a 5 mois, 6 mois, 7 mois. Les Tunisiens un peu plus qui passent beaucoup à la télé. Mais on disait, bon, il sera dans les 3 premiers, etc. Mais il a fait une campagne de terrain. Il fait une campagne de terrain, il va boire son café le matin. Alors, qu'est-ce qui relève de la sincérité? Qu'est-ce qui relève d'une forme de construction déjà? Il ne faut pas oublier qu'il est prof, il a des amphis, il a su parler à des générations de juristes depuis 20 ou 30 ans. Il a le même discours depuis toujours. Voilà, il y a quelque chose, encore une fois, de révolutionnaire dans l'approche. Mais les problèmes tunisiens ne sont pas que révolutionnaires. Il y a des problèmes économiques qui sont très très lourds. Qu'est-ce qu'il propose pour ça? Parce qu'on dit qu'il n'a ni parti, ni programme. Non, mais nobody knows. Le problème, c'est que, excusez-moi de l'anglais sur une chaîne francophone. C'est mal. Personne ne le sait parce que, lui, son programme, c'est pas sa compétence. Le président tunisien n'est pas le chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, le problème, c'est le Parlement où il y a toutes les chapelles possibles et inimaginables, y compris un nombre assez impressionnant. On va regarder, juste qu'on regarde ça pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Il y a eu le premier tour de l'élection présidentielle, les législatives entre les deux, qui sont arrivées à ce Parlement, un Parlement très éclaté. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est ce que vous nous disiez, Ziad. Il y a une majorité. Est-ce qu'il va arriver à avoir une majorité? Il n'a pas de parti, donc lui n'apparaît pas là. Non, lui, d'abord, il n'a pas de parti, d'où le fantasme qu'il est le candidat ultra secret masqué d'Ennahda, mais ça serait d'abord... Ennahda qui était le parti j'y crois pas du tout. Majoritaire. Donc, je pense qu'il a sa propre démarche. Constitutionnellement, Ennahda étant le premier parti, le Premier ministre, chef de gouvernement, doit sortir d'Ennahda et il doit trouver une majorité de 109 députés, de 109 représentants. Et donc, si dans les 4 mois, ça n'aboutit pas, on recommence. Le problème, encore une fois, c'est que tout ça, c'est bien, c'est la démocratie. Et je pense qu'on peut en être fier, et que la Tunisie peut en être fière d'avoir porté ce processus jusqu'à ce point. Mais il y a des problèmes urgents sur le plan économique et social qui demandent des réponses cohérentes et longues. La dette tunisienne, c'est quelque chose... on n'est pas la Grèce, il n'y a pas l'Union européenne derrière, même méchante, même insupportable, pour sauver la Tunisie d'un problème de défaut, par exemple. Il y a la question sociale, l'emploi des jeunes, la relance de la croissance, la réforme, la restructuration, l'éducation. Tout est ouvert depuis 7-8 ans. La réforme du tourisme, ça recommence, mais il y a du travail. Et donc, on a besoin d'un gouvernement stable. Et pour le moment... Bon, on va se tourner vers la personne autour de la table qui n'a pas un gouvernement stable non plus, l'espagnol. Qu'est-ce que ça vous inspire Alors, je dois dire que je connais cette situation en Tunisie. Oui, moi, je ne connais pas trop la Tunisie, mais ce qui m'inspire, c'est dire que j'entends un débat, des idées, des problèmes de démocratie moderne. Et ça, c'est un miracle. Dans le contexte des printemps arabes et de tout ce qui s'est... Le débat face à face a eu un impact dans le monde débat arabe. Entre les deux candidats, c'était la semaine dernière. Parce qu'il y a quand même eu un débat face à face. Parce que Nabil Karoui, qui était emprisonné, a été sorti en 4 jours avant. Il y a eu un impact sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, etc., dans tout le monde arabe. C'est-à-dire, c'est quelque chose... On n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un débat entre 2 candidats du 2e tour en face à face. Donc il y a quand même cette idée que ce qui est né en Tunisie en 2010-2011 est toujours vivant et que le processus est toujours en marche. Quand on vous écoute, Ziad, alors on sent un vrai enthousiasme aussi, je le dis. Vous le confirmez peut-être? Non, je pense que c'est enthousiasmant. Même les gens les plus déprimés en Tunisie disent au moins ça bouge. On a construit on a construit un système politique qui tient et qui avance. Vu de la vieille Europe, je me tourne maintenant vers vous, les Français. Vieille Europe, à vous. Est-ce que ça fait un peu rêver quand même quand on entend justement... Alors,
évidemment, la Tunisie a des problématiques que vous avez bien soulevées, mais cette espèce de bouillonnement démocratique, est-ce que vous, ça vous interpelle? C'est pas si vieux. 2017, il y avait ce soulèvement un peu populaire aussi pour un président, en tout cas un candidat qui venait de nulle part, arrivé du 5e couloir, personne n'y croyait. Il y avait cette envie en France. En France, d'accord. Je parle pour la France, parce que je suis un peu plus spécialiste politique française. Désolé, j'ai un prisme. Voilà. J'ai du mal à vous suivre. Mais c'est vrai, donc qui arrivait de ce 5e couloir, effectivement, et qui faisait un petit peu rêver. Et il y a eu aussi, si on va un petit peu plus loin, je pense à d'autres pays en Europe, où aussi on a commencé à se dire qu'il pouvait se passer des choses. Donc oui, ça fait rêver. On n'a pas eu de printemps arabe, on n'a pas eu ce printemps européen, mais il y en a eu un petit peu partout. Je pense aux Gilets jaunes, qui est quelque part aussi un élément déclencheur de quelque chose de nouveau. Il y a eu en France un acte 2. C'est pas pour rien, il y a un acte 2 gouvernemental, parce qu'on commence à prendre conscience d'une chose. C'est que le peuple, de temps en temps, quand il se soulève, il y a des raisons et ça finit souvent par s'imposer. C'est ce que je ne sais plus lequel d'entre vous avancé ça tout à l'heure. On parlait de la Catalogne, justement, ces peuples qui descendent dans la rue, ou même la Suisse, les Suisses qui se mettent dans la rue pour le climat. Est-ce que là, il y a peut-être une nouvelle façon de faire? Est-ce que les peuples en Europe, par exemple, ou en Tunisie ou ailleurs, se font entendre un peu plus? On ne veut pas non plus que tous soient gouvernés par la rue, c'est pas l'idée, surtout si c'est une rue violente. Donc ce qui est formidable avec la Tunisie, c'est justement cet exercice de démocratie. Et c'est pour ça que toute l'Afrique et tout le Maghreb regardent la Tunisie, parce que c'est une jeune démocratie qui s'épanouit, et donc elle est très importante à cet égard. Et justement, Kais Saied a décidé de son premier voyage à l'étranger, ça sera en Algérie. La situation est quand même là-bas assez différente. Alors justement, comment peut se passer cette vous avez une situation... C'est quand même le contre-exemple pour l'Algérie. Non, mais bon, vous savez, la géopolitique reprend très vite, les intérêts stratégiques reprennent très vite leurs droits. Il envoie un message assez fort en disant que le partenaire, naturel, le voisin naturel, c'est l'Algérie, sa population, ses richesses, etc. En même temps, il fallait voir les pages Facebook algériennes pendant les élections en Tunisie en disant pourquoi, s'ils y arrivent, pourquoi nous n'y arrivons pas et pourquoi nous ne pourrions pas le faire. Donc c'est là que ça se joue. Et puis il va venir en France, forcément. Donc on va avoir aussi une discussion intéressante. Par exemple, ce monsieur qui parle très bien l'arabe littéral au point qu'il y a 20% des Tunisiens qui ne comprennent rien à ce qu'il dit, il parle très bien le français. Il a un français de constitutionnaliste. Donc il va venir en France, on va voir comment ça va se passer. Mais d'un mot pour conclure, est-ce que ce qu'il faut retenir, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais justement, des législatives, une présidentielle qui se passe bien, ça veut dire que la Tunisie confirme son envie de démocratie et confirme sa culture démocratique? Elle confirme son envie de démocratie, mais comme vous le voyez ici, partout aux États-Unis, y compris aux États-Unis, le plus grand pays du monde, etc., c'est fragile. Ça peut être mis en cause. Si vous parliez de jouer les règles du jeu. Si on ne joue pas les règles du jeu, même les plus vieilles démocraties peuvent basculer. Et on passe à Dilem. La transition, vous allez le voir, est extrêmement facile. Dilem revient justement sur la Tunisie. Kais Saied, un président démocratiquement élu avec près de 73% des voix. Il a fait un score à la Ben Ali, constate ce couple un peu catastrophé. Un petit peu moins. Brexit, le miracle s'est produit. Nous avons un accord, exulte Boris Johnson. Le Premier ministre britannique rentre à Londres en marchant sur l'eau. Miracle, en effet. Après la condamnation des dirigeants indépendantistes, violentes manifestations en Catalogne, les renforts arrivent, constatent ces policiers, leur matraque à la main en voyant arriver un juge, son marteau à la main. L'offensive contre les Kurdes en Syrie, on en parlait largement la semaine dernière. Après avoir menacé la Turquie, Donald Trump dépêche son vice-président Mike Pence et son secrétaire d'État Mike Pompeo pour arracher un cessez-le-feu à Ankara. Toc toc toc, des frappes américaines, cet officier informe le président Recep Tayyip Erdogan. Je vais juste citer très rapidement Donald Trump, c'est pas conventionné ce que j'ai fait, j'ai dit ils ont besoin de se battre un peu comme deux gamins, on les laisse se bagarrer un peu et puis on les sépare. Déclaration donc de Donald Trump. Un rapide commentaire, Virginie, là-dessus. C'était un des gros thèmes de l'actualité cette semaine aussi. Moi je pense surtout là ce que Trump a essayé de faire, c'est qu'après avoir vraiment donné un feu vert que personne n'attendait ni ne voulait, il a essayé de corriger la situation parce qu'il s'est rendu compte que c'est les Russes qui avaient toutes les cartes en main en Syrie aujourd'hui et donc il a renvoyé illico, Pence et Pompeo essayer de négocier quelque chose avec Erdogan. On ne sait pas quoi d'ailleurs. On est très intéressé de savoir ce qui a été dealé entre eux. On termine avec Dilem. En France, le Sénat va examiner une proposition de loi visant à interdire le port du voile lors des sorties scolaires. Aïe, il se radicalise, constate cette mère de famille. Ziad, d'un mot très très rapide, c'est une obsession française? Totalement.
C'est tout. Si, Merci, on pourrait en parler 2 heures, mais on ne peut pas parler du voile en 1 seconde. Mais c'est un cas français. C'est en Europe, aux États-Unis, on n'a pas les discussions sous cet angle-là. Merci à vous 4 d'être venus dans Kiosque cette semaine. Merci, un grand merci à vous aussi qui nous regardez. Je vous dis à la semaine prochaine.